Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'agression de l'entité sioniste contre l'Iran. Une agression qui dure depuis quand même jusqu'au jour d'aujourd'hui 7 jours. Les émissions spéciales sur l'agression se poursuivent aujourd'hui sur Al-24 entre attaques sionistes et riposte iranienne. La tension monte et aucun signe de désescalade n'est perceptible pour l'instant. Téhéran a riposté ce matin et a riposté très fort alors que l'entité sioniste depuis quelque temps essaye de faire le blocus sur les médias pour ne pas justement répondre les dégâts qui ont été occasionnés par les attaques et les ripostes de l'Iran. Tout de suite, on va voir les développements ensemble. Alors, pour en parler ce soir, nous allons recevoir de manière consécutive. Il y aura donc avec nous Badis Khenissa, expert en questions internationales et géopolitiques. S'en suivra donc nos journalistes de la rédaction, Safwan Ben Sabri, Sofiane Baroudi. Vous êtes avec nous. Bonsoir, Sofiane Baroudi. Bien sûr, nous rejoindra tout à l'heure également notre rédactrice journaliste Tinhinen Makassi, Karine Béché-Golovko, politologue et enseignante à l'Université de Moscou. Nous rejoindra également tout au long de cette émission. Il y aura également avec nous Yefri Benzarga, analyste des questions internationales, et bien sûr Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste français qui est avec nous dans l'immédiat. Jacques-Marie Bourget, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors pour commencer, on va le faire avec vous, Jacques-Marie Bourget. 7e jour d'escalade entre l'entité sioniste et l'Iran. Nous voudrions savoir aujourd'hui, parce que de toute façon, hier on s'attendait à ce qu'il y ait une riposte de la part de l'Iran. Et la riposte ne s'est pas fait attendre. Ça a été très matinal ce matin. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le chemin de non-retour a été franchi ? Je ne crois pas, parce que les intérêts, ou les désintérêts sont tellement énormes, les enjeux sont tellement catastrophiques que ce serait complètement suicidaire que de continuer cette guerre et surtout pour les Américains, de s'engager dans cette guerre et de soutenir Netanyahou dans sa folie absolue. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il va falloir trouver un chemin de sortie, autrement c'est pas possible. Tout le monde sait qu'actuellement la Chine a transporté du matériel militaire jusqu'à Téhéran. La Russie a l'air de modifier, Poutine a l'air de hausser le ton. Le Pakistan a avoué sans problème son soutien absolu à l'Iran. Le détroit d'Ormuz, les enjeux sont absolument considérables, régionaux et internationaux. Donc je ne vois pas comment on pourrait, Trump, qui d'ailleurs a l'air de mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais il est tellement versatile qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, personnellement, j'imagine pas une folie pareille. Je savais, je l'ai même écrit dans la presse algérienne, je suis pas devin, mais je savais que les Iraniens, dans un premier temps, allaient expédier leur fond de tiroir, des drones hors d'âge, des vieux missiles, de telle manière que le dôme de fer use de nombreux missiles pour abattre en fait des cibles qui n'en valaient pas la peine. Et qu'une fois que le dôme de fer sera un petit peu fatigué, ou du moins même à court de munitions, nous dit-on, là, ils enverraient des missiles beaucoup plus puissants, voire missiles hypersoniques. Et c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Je veux dire, le champ est complètement ouvert pour les tirs iraniens, même si de leur côté, les Iraniens enregistrent forcément de dégâts très importants. Et au niveau des morts, on était à 300 hier, ça a dû hélas augmenter aujourd'hui. Mais le point capital, c'est la façon dont les Iraniens parviennent à atteindre Israël avec, j'allais dire, une relative facilité. Donc c'est une défaite considérable psychologique et militaire pour Netanyahou. Je pense que Trump ne peut pas le suivre sur ce terrain-là. Eh bien justement, on va développer tous ces aspects que vous avez évoqués et bien d'autres. Jacques-Marie Bourget, restez avec nous. Juste le temps de voir ce sujet ensemble, signé Khabdin Batash. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אילי.
Les scènes apocalyptiques que vous voyez ont eu lieu à Tel Aviv, dans les territoires palestiniens occupés. Des sirènes qui ne cessent de retentir et une population qui s'entasse dans les abris souterrains. L'expression de la légitime défense iranienne plonge l'entité sioniste dans un état de sidération. Un véritable traumatisme dû à la 14e salve de frappes lancées par l'Iran en riposte à l'agression sioniste. Des frappes qualitatives opérées par l'armée iranienne qui a utilisé des missiles de pointe selon l'agence Fars. La balistique iranienne continue de déjouer le dispositif de défense aérienne sioniste. La police sioniste a fait état de plusieurs impacts après des tirs de missiles iraniens ayant provoqué de violentes explosions à Tel Aviv et Al-Quds occupés. Il s'agit pour le moment de la riposte iranienne la plus dure subie par l'entité sioniste depuis le début de son agression. Une opération qui s'est poursuivie tout au long de la journée, s'étendant à d'autres zones des territoires palestiniens occupés à l'image de Haïfa. Alors que les attaques sionistes sur Téhéran et ses environs se poursuivent également du côté sioniste, l'onde de choc psychologique est grande face à une résilience iranienne de plus en plus surprenante pour l'état-major et la population sioniste, sans cesse trompée par une propagande qui n'est que le fruit de l'arrogance d'un gouvernement engagé dans une fuite en avant et qui s'écroule comme un château de cartes, risquant d'infliger à l'agresseur une défaite militaire et diplomatique à laquelle il ne s'attendait pas. Alors, Sofiane, pour revenir un petit peu à ce 7e jour et à cette riposte qui a été très forte, d'ailleurs, même l'entité sioniste ne s'y attendait pas réellement, ou peut-être qu'elle s'y attendait réellement. Bien sûr, Téhéran, aujourd'hui, parle de frappe chirurgicale et surtout de légitime défense maîtrisée. C'est-à-dire que si elle avait voulu faire plus de dégâts, elle l'aurait fait. Mais elle a fait quand même preuve de retenue, tout en frappant, bien entendu, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup plus du côté de l'entité sioniste, généralement, alors, les frappes chirurgicales, et on connaît quelque chose. On remarque qu'il y a une vraie stratégie d'usure de la part de la partie iranienne. D'ailleurs, on a appris il y a à peu près 1 heure qu'il y a une 15e salve de missiles balistiques qui a été lancée et qui a atteint ses objectifs, qui a été lancée par l'Iran sur la Palestine occupée. On parle notamment de l'utilisation de missiles Sigil 2, qui sont des missiles de longue portée, qui peuvent aller de 2000 jusqu'à 2500 km, donc qui peuvent conférer aussi aux Iraniens une certaine sécurité de lancement, vu que dans la guerre de la propagande, l'occupation israélienne a annoncé avoir détruit une bonne partie des rampes de lancement de missiles iraniens. On voit très bien que ce n'est pas le cas. Cette salve d'il y a 1 heure, en plus de celle de ce matin qui a été très dure et qui a touché des sites névralgiques stratégiques, notamment dans 3 régions particulièrement, dans le Grand Tel Aviv, dans la région de Haïfa qui est le cœur économique et qui est vraiment, si vous voulez, le centre névralgique de l'économie sioniste, et aussi Beer-Seba ou Beersheba dans le sud, dans le Negev occupé, qui est, elle, la région qui abrite notamment Daimouna, la centrale nucléaire, mais aussi d'autres grands centres militaires, à la fois de l'industrie militaire, mais aussi du renseignement. D'ailleurs, la cible qui a été frappée est une cible liée au renseignement sioniste, qui a occasionné ensuite, parlons de choc, si vous voulez, des dégâts dans un hôpital militaire qui abritait d'ailleurs des soldats qui étaient impliqués dans le génocide qui continue toujours sur la bande de Gaza. Et donc, on remarque que la stratégie d'usure iranienne marche pour le moment, déjà en épuisant, comme l'a dit notre invité, les défenses israéliennes qui sont très coûteuses. Je rappelle que ce n'est pas le dôme de fer qui est utilisé pour se défendre contre les missiles balistiques, mais plutôt le système Arrow 3 qui est un système américain qui coûte très cher. On parle de $2 millions pour un seul missile tiré, et c'est un système qui est complètement tributaire de l'appui logistique et technique américain. On parle de quelques jours qui resteraient si vous voulez, de stock stratégique pour la partie sioniste, et donc ça implique un vrai défi. La deuxième cible de cette guerre d'usure, c'est l'économie sioniste qui est déjà très fragilisée. Depuis au moins 1 semaine, il y a un arrêt total des aéroports. Aujourd'hui, la bourse de Tel Aviv a été ciblée, une cible à la fois symbolique, mais aussi qui pèse beaucoup sur l'économie sioniste. Parce que c'est un message, au fait, qui a été exactement. On sait que le point faible, si vous voulez, en matière militaire de la partie sioniste, c'est les guerres à long terme et les guerres d'usure, notamment sur
le volet économique, l'entité sioniste reste très très dépendante de l'extérieur et reste aussi très dépendante notamment du secteur par exemple des hautes technologies qui aussi a été ciblé. On parle de plusieurs cibles qui ont été atteintes liées au complexe militaire-industriel et au complexe high-tech et technologique sioniste, ce qui fait très très mal. On a aussi évoqué hier par exemple, parce qu'il y a eu à peu près 24 heures on ne va pas dire d'arrêt des hostilités, mais de baisse de tension. Et on parle du fait que les renseignements sionistes ont essayé de relancer l'activité économique, notamment dans le Grand Haïfa, pour essayer à la fois de rassurer la population, mais aussi de faire marcher la machine commerciale économique qui est nécessaire. Ça a subi un échec cuisant. Une dernière information importante, c'est le fait qu'il y ait, en plus de la censure militaire, qui empêche, si vous voulez, toute image de filtrer. Il y a eu l'interdiction pure et simple pour plusieurs chaînes de télévision qui sont accréditées. On leur a assigné directement l'interdiction de filmer les sites. Et donc, on a aussi une guerre informationnelle de très haut niveau. Une autre information, à mon avis, importante, c'est le fait que l'entité sioniste continue de cibler notamment les sites nucléaire iranien, ce qui a provoqué, si vous voulez, des réactions internationales assez importantes parce qu'on risque aussi un incident nucléaire. D'ailleurs, l'agence russe Rusatom a parlé du fait qu'on risquait un autre Tchernobyl s'il y avait une continuité des attaques sur notamment les installations nucléaires. Notamment, la principale d'ailleurs, c'est l'objet de l'intervention ou pas des Américains, c'est c'est la centrale nucléaire de Fordo qui est très difficile à atteindre et qui occasionnerait, s'il y avait une implication américaine, à la fois une escalade régionale, mais aussi éventuellement un incident radioactif majeur comparable à celui de Tchernobyl. Oui, donc ça donnerait d'énormes dégâts. Jacques-Marie Bourget, j'aimerais un petit peu me retourner vers vous. Il semblerait, de par de par la succession des événements qui sont très rapides, qui s'enchaînent, que l'Iran a intensifié donc sa riposte durant ces 24 heures. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Téhéran est entré dans une nouvelle phase qui consisterait en quelque sorte à démontrer qu'elle peut aujourd'hui infliger une défaite à l'entité sioniste sur le plan militaire? Ce que je crois, c'est que les Occidentaux sont animés par un mépris absolu pour leur adversaire dès que l'adversaire est un membre de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Mais l'Iran n'est pas du tout le tiers-monde. L'Iran, c'est un empire. Et un empire garde toujours dans son ADN la mémoire de ce qu'il a été un empire. Et les Iraniens se préparent depuis extrêmement longtemps à ce genre de guerre, ce genre d'attaque, même s'ils subissent de gros dégâts. Ce sont des gens patients, ce sont des gens, il y a beaucoup de gens très éduqués en Iran. Ils ont une stratégie un peu du chat qui attend la souris. Et comme je le disais, ils ont laissé les Israéliens gaspiller leurs dômes de fer et leur défense antiaérienne. Et maintenant, ils démontrent leur pleine puissance. Et quand les Israéliens disent « nous avons abattu une rampe de lancement de missiles », c'est un mensonge, puisque les missiles iraniens, il y en a quelques-uns qui sont fixes, mais pour l'essentiel, ce sont des missiles sur camions mobiles. Donc on peut très bien les installer un peu où on veut, et la possibilité de les détruire est quasiment nulle. Donc pour l'instant, l'Iran subit des gros dégâts, mais Israël reçoit, j'allais dire pour l'instant, une espèce de raclée que dans l'histoire de cette partie de terre, on n'a jamais vu sur ce territoire, on n'a jamais vu une chose pareille. Habituellement, c'était toujours eux les vainqueurs et les seigneurs, et les frappeurs, qui écrasaient des peuples sans défense aérienne, notamment, ce qui est quand même aussi le cas, en gros, de l'Iran, qui a une défense aérienne très faible. Les gros défauts de l'Iran, c'est la faiblesse de sa défense anti-aérienne, et c'est le fait qu'ils soient rongés par des espions d'une manière absolument incroyable. Enfin, ils sont aussi espionnés par toute l'électronique, les satellites, les Américains, tout le monde, ils ont tout le monde sur le dos, les Iraniens. Mais en plus, à l'intérieur, ils ont quand même un certain nombre d'ennemis intérieurs et d'espions qui est fatal. C'est pour ça que les généraux et les scientifiques ont été tués, c'est parce qu'ils ont été dénoncés par des espions sur place ou des traîtres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un point faible de l'Iran. Oui.
Justement, on va revenir à cette histoire de renseignement de l'antitésioniste et la façon avec laquelle, justement, ces frappes ou cette attaque a été permise. Alors, on apprend à l'instant que l'Iran vient de lancer la 15e salve de la riposte. Elle vise des infrastructures militaires et des installations d'industrie militaire, au nombre de 20 missiles à peu près. Ifri Ben Salga, bonsoir, merci de nous rejoindre. Massa Khir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, Ifri Ben Salga, la particularité des dernières frappes opérées par l'Iran, c'est les missiles qu'ils ont utilisés. Quand on dit, ce sont des missiles qu'on dit composés. Doit-on s'attendre à des frappes encore plus ciblées et plus dévastatrices que celles, par exemple, de ce matin, durant les heures qui viennent? Je pense que l'Iran a été surprise par, même s'ils s'y attendent depuis des années, ils ont été surpris par l'agression israélienne qu'ils ont subie. Maintenant, je pense que l'Iran est passé sur une autre phase qui est celle de la riposte. Et on le voit de jour en jour, l'Iran riposte de manière chirurgicale. Aujourd'hui, l'Iran, elle est en train de cibler, contrairement aux Israéliens, des cibles militaires. Il faut rappeler quand même que Israël, l'antitésioniste, a ciblé quand même la télévision d'État de l'Iran. Et donc, en droit international, cibler des médias, c'est pratiquement un crime de guerre. Je pense que l'antitésioniste n'est pas à ça près. Et d'ailleurs, depuis l'agression israélienne sur l'Iran, on ne parle plus du massacre qui se passe sur Gaza. Tout à fait. Voilà. On ne parle plus du massacre sur Gaza. On ne parle pas de la caravane de solidarité qui est partie vers Gaza. Et donc, on a essayé de détourner l'opinion publique internationale sur l'Iran, sauf que l'Iran n'est pas une cible facile. Et je pense que les Israéliens aujourd'hui sont en train de payer le prix de leur aventure, puisque de jour en jour, de manière graduée, l'Iran est en train de riposter de manière légitime, il faut le rappeler, puisque c'est une agression israélienne sur l'Iran. L'Iran n'a rien demandé, donc c'est une légitime défense. D'ailleurs, le droit international ne reconnaît pas les frappes préventives, parce que la théorie d'Israël, c'est de dire nous faisons une frappe préventive à une éventuelle guerre contre l'Iran. Pas du tout. Le droit international. La notion de frappe préventive n'est pas légale. Hein. Non seulement elle n'est pas légale, elle est totalement illégale. Ce qui est encore plus choquant, c'est la position des pays occidentaux. Oui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des pays occidentaux comme la France, comme l'Allemagne, qui sont en train d'apporter leur soutien à une agression qui est totalement à l'opposé du droit international et qui plus est émane d'un pays dont les dirigeants sont appelés à comparaître devant la CPI. Ça, c'est très grave. Oui. Alors, Sofiane Baroudi, on le disait, finalement, dans toute cette frappe ou dans toute cette frappe qui est dite préventive, il n'y a rien de légal. En plus, on est en train de cibler les médias. Lorsqu'on voit que, par exemple, entre la nuit d'hier et aujourd'hui, par exemple, quand on voit les frappes de l'antitésioniste qui ont ciblé quand même des points stratégiques, ce sont des frappes chirurgicales, vraiment des frappes chirurgicales, pas comme l'entend l'antitésioniste lorsqu'elle parle de frappe chirurgicale alors qu'elle touche toute une population. Et le fait que il y a une grande panique dans la façon avec laquelle l'antitésioniste a réagi. D'abord en empêchant certains médias de filmer, en empêchant même des personnages privés, je veux dire des gens, des citoyens, de filmer. Ça veut dire, est-ce que, oui, la chaîne Al Jazeera par exemple, est-ce que vous pensez que finalement, en plus du fait qu'elle ne veut pas dévoiler, si vous voulez, l'énormité des dégâts que cela a occasionné, parce qu'ils ont peur de montrer que finalement, ils peuvent subir exactement ce qu'ils sont en train d'occasionner ailleurs? Alors déjà, le procédé, par exemple, de la censure militaire est un procédé vraiment classique opéré par l'antitésioniste. C'est-à-dire, on a vu ça, par exemple, à l'occasion de l'escalade avec le Liban, notamment avec le Hezbollah libanais, où il y avait une censure énorme de toutes les images qu'ils arrivent à contrôler, d'ailleurs, y compris des téléphones. Et il y a une forme de régime militaire qui interdit complètement de communiquer sur les pertes. Ça fait partie aussi de la panoplie de guerre psychologique, si vous voulez, qui est vraiment au cœur de la stratégie sioniste. Parce que même la stratégie actuelle contre l'Iran, même si tout à l'heure le cabinet restreint a annoncé qu'il n'avait pas pour objectif de faire chuter le régime
iranien, on voit très bien que le vrai objectif, c'est d'essayer de faire imploser, voire de faire exploser avec une combinaison à la fois de pousser à l'insurrection interne avec les appels, par exemple, de Pahlavi qui se multiplient aussi avec une certaine opposition pro-sioniste à l'intérieur de l'Iran et de conjuguer ça avec des frappes extérieures, éventuellement en impliquant l'allié américain pour permettre, si vous voulez, quasiment un dépeçage de l'État iranien au-delà de la chute du régime en lui-même. Donc le procédé de censure, c'est vraiment un procédé classique. D'ailleurs, Al Jazeera elle a eu déjà des problèmes. Par exemple, les bureaux en Cisjordanie occupés ont été fermés par ordre du gouverneur militaire. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un régime d'apartheid, un régime militaire qui est très très endurci, notamment actuellement, notamment avec toute la dérive, si vous voulez, intégriste et fanatique qui sous-tend à cette attaque-là, parce qu'il y a aussi l'aspect, si vous voulez, vraiment messianiste qui est très inquiétant. Il y a beaucoup de partis, notamment l'extrême droite ultra-sioniste, qui appellent de leur vœu une forme d'Armageddon nucléaire, ce qui inquiète beaucoup les observateurs et l'opinion publique internationale. Après, il y a aussi d'autres éléments, à mon avis, qui sont importants. D'ailleurs, la dernière salve, elle a été observée notamment au nord. Par exemple, il y a eu des témoignages, il y a eu quelques images qui ont filtré de la région de Tabaria, dans le Golan occupé, qui montrent aussi l'ampleur des dégâts. On voit qu'il y a une stratégie iranienne, si vous voulez, à la fois d'usure et peut-être même d'attrition qui permettrait, si vous voulez, de réduire les capacités défensives de l'occupation israélienne et d'empêcher un appui logistique américain qui peine à venir. Il y a aussi un autre aspect qui est important dans l'agression en elle-même, c'est l'implication de l'AIEA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et hier, l'ancien chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Jawad Zarif, qui est l'un des architectes de l'accord nucléaire de 2015, a dénoncé ouvertement le rôle qu'a eu Grossi, c'est-à-dire le directeur de l'agence atomique, qui a à la fois fait fuiter des informations secrètes sur le programme civil iranien et qui a donné, si vous voulez, une forme de casus belli pour le lancement de l'attaque en pleine négociation, parce qu'il y a eu aussi une forme de subterfuge, une négociation, une fuite de documents qui a ensuite occasionné, si vous voulez, une forme de casus belli dans le langage militaire. Mais là, je veux dire, c'est illégal. Bien sûr. Jawad Zarif a même dit qu'il fallait juger Grossi. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs associations qui luttent contre la prolifération nucléaire, qui justement pointent du doigt l'implication de l'Agence internationale de l'énergie atomique, surtout vu les risques élevés d'incidents nucléaires, parce qu'on voit très bien que l'offensive sioniste est complètement irrationnelle et complètement irresponsable. C'est-à-dire qu'en plus du fait qu'il s'attaque aussi à des cibles civiles, il faut rappeler que le premier jour, il y a eu des bombardements d'appartements civils. Ils ont tué les savants. C'est pas nouveau pour l'entité sioniste. C'est pas nouveau. Il y a eu aussi l'assassinat ciblé de tous les dirigeants palestiniens. Ça fait 18 mois qu'il y a des attaques sur des civils, un génocide en cours. Ce n'est pas nouveau, mais si vous voulez, on est en train de plus en plus d'aller loin dans l'échelle de l'horreur et dans l'échelle de l'infamie, ce qui est très inquiétant pour l'évolution de la situation non seulement régionale, mais aussi internationale. Une dernière information, la Corée du Nord a déclaré qu'elle considérait que l'attaque était illégale et qu'il devait y avoir des dispositions. On parle notamment du volet 7 des Nations Unies, parce que le Conseil de sécurité a une responsabilité dans ça et normalement il devrait se saisir de ce dossier. Pour l'instant on l'entend très peu, le Conseil de sécurité, surtout par rapport à l'Iran, il se fait très timide. Alors il y a la déclaration du président du Parlement iranien qui dit que nous avons prouvé que nous pouvons atteindre n'importe quelle cible à Tel Aviv et à Haïfa. Apparemment oui, ils ont fait cette preuve et peut-être qu'ils peuvent atteindre d'autres cibles. Aussi il y a eu des cibles qui ont été atteintes dans le sud, notamment dans la région de Bir Seba, qui est une région très névralgique, comme je le disais tout à l'heure. C'est la profondeur même de Tel Aviv. C'est le sud. C'est le sud, c'est dans la région du Negev occupé qui abrite à la fois la centrale nucléaire de Daimona, la tristement célèbre, mais aussi des sites militaires névralgiques très importants, notamment des aérodromes de lancement des F-16 et des F-35 pour aller bombarder, et aussi des infrastructures de renseignement. D'ailleurs, les gardiens de la Révolution ont revendiqué la destruction d'une structure du renseignement sioniste. Alors, je me tourne vers vous, Jacques-Marie Bourget. Alors, l'une des frappes iraniennes a visé quand même et touché un centre militaire secret, selon les informations qui nous parviennent, situé sous un hôpital. Cela a produit, il faut le dire, une véritable psychose du côté sioniste, et c'était attendu. Comment, selon vous, Jacques-Marie Bourget, ose-t-on aujourd'hui cibler des hôpitaux? Certains l'ont décrié, bien entendu, et on sait qui
et de qui et de quelle région viennent donc ces voix qui contestent qu'on touche aux hôpitaux, alors qu'à Gaza, ça fait 2 ans qu'on a ciblé tous les hôpitaux, qu'on a rasé tous les hôpitaux, qu'on a même tiré sur les malades et qu'on a donc coupé l'électricité dans des hôpitaux. Et on a entendu très peu d'arguments là-dessus et encore moins de dénonciations, Jacques-Marie Bourget, brièvement. Tirer sur les hôpitaux, c'est un vieux concept militaire pour les Israéliens. Moi, j'étais dans le camp de Sabra et Shatila pendant le massacre en 82, et les gens qui étaient là, qui étaient des Israéliens, ont tiré dans l'hôpital qui s'appelle Gaza, justement, dans l'hôpital de Gaza, qui était dans le camp de Sabra et Shatila. Tirer dans un hôpital ou tirer sur un hôpital, c'est pas un concept tout à fait admis, puisque il part du principe que l'hôpital, par définition, cache des terroristes. Enfin, tout personnage qui est en face est un terroriste. Dans l'histoire de l'hôpital, un hôpital militaire, je crois, qui a été touché, il a essentiellement été touché. Enfin, c'est l'objectif militaire qui a été atteint à côté, le poste de commandement secret, mais les dégâts causés à l'hôpital, c'était essentiellement des vitres brisées, des portes et des choses comme ça, qui ont été créées par la conflagration. L'hôpital n'a pas été visé en tant que tel, alors qu'on a l'habitude, j'allais dire quotidienne, à un moment presque, oui, en octobre, novembre, décembre, au début du Red Zoo qui a été lancé par les Israéliens contre Gaza, les hôpitaux, c'était tous les jours qu'ils étaient bombardés, matraqués, etc., etc. On compte même plus les exactions. Donc, on peut pas aujourd'hui venir pleurer en disant, mais rendez-vous compte, ils ont attaqué un hôpital, ils ont pas attaqué un hôpital, ils ont cassé les vitres d'un hôpital en frappant à côté, et je veux dire, c'est quand même pas très malin, même si c'est un hôpital militaire, de mettre un hôpital à côté d'une cible militaire. C'est vraiment très étrange comme dispositif. Très bien, Jacques-Marie. Et j'observe enfin que les Iraniens, pour l'instant, n'ont même pas eu, comment dirais-je, l'audace ou l'imprudence de donner un coup de semonce proche de la centrale nucléaire de Dimona, dont on sait maintenant, grâce aux documents de la CIA... Jacques-Marie Bourget, je vous demanderai juste de garder l'idée, parce qu'on va revenir vers vous, mais juste après ce moment de pub. Merci. L'émission revient, bien sûr, l'émission spéciale se poursuit. Je reviens vers vous, Jacques-Marie Bourget, pour que vous puissiez un petit peu continuer à développer votre idée sur cette fameuse ou ce fameux mythe du dôme invincible qui finalement tombe à l'eau complètement. Ça a été complètement déconstruit par ces missiles balistiques de l'Iran. Ce qui est étonnant, c'est que je parlais de Dimona et je reviens à John Kennedy qui a été assassiné, comme chacun le sait, mais là, les documents qui ont été ouverts de la CIA il y a peu de temps démontrent à peu près, quoi, en gros, sans se tromper, que Kennedy a été assassiné par le lobby israélien, justement parce que Kennedy voulait les empêcher d'avoir l'arme nucléaire, donc à partir de Dimona. Donc on revient très très loin, 60 ans, on a plus de 60 ans en arrière dans l'histoire. Mais ce qui est paradoxal, c'est la faillite du renseignement israélien, parce que autant ils sont implantés avec des taupes et des observateurs et des espions sur le terrain en Iran, mais ils sont incapables de localiser vraiment l'outil militaire, c'est-à-dire les radars, pour la plupart, ils sont fixes, donc le premier objectif de l'aviation israélienne, c'était de les détruire. Mais les fameux lanceurs de missiles, il y a des rampes fixes, certes, mais je répète, il y a beaucoup de lancements qui sont faits sur des camions et qui sont donc des mobiles, et pour les situer, c'est extrêmement difficile. Donc, M. Netanyahou, quand il dit nous avons éliminé la moitié des lanceurs, il ment comme il en a l'habitude. Il n'en sait rien. Simplement, moi, je crois savoir que les Iraniens ont encore des missiles, ils procèdent par gradation, ont des missiles beaucoup plus performants, si j'ose utiliser ce mot, parce que de toute façon, une arme, c'est toujours une horreur, mais enfin beaucoup plus performants que ceux utilisés jusqu'à présent.
dont on note qu'ils sont quand même une grande... Oui. Et le langage des Iraniens, c'est de dire, mais écoutez, vous voyez, ça continue, et si vous voulez, on peut remettre un peu, on passe à une étape supérieure. Donc la balle va être dans le camp de Netanyahou, qui, à mon sens, est acculé dans un coin. Et là, aujourd'hui, c'est au secours les États-Unis, sans quoi faut trouver le moyen de s'en sortir avec, si je peux dire, la tête haute, si M. Netanyahou peut un jour avoir la tête haute, ce qui est pour lui impossible. Mais voilà, la situation, elle est là aujourd'hui. Est-ce que les Américains... Mais vous avez un sénateur américain qui prône la guerre contre l'Iran. Et il ignore le nombre d'habitants qu'il y a en Iran, c'est-à-dire 90 millions. Il ignore la composition de la population, les différentes ethnies, les différentes religions. Mais c'est absolument extravagant. Pour lui, l'Iran, c'est une espèce de petit Bantoustan, quelque part, là-bas, dans le lointain, qu'on va écraser comme une punaise. Mais c'est l'Iran, je le radote, mais c'est un ancien empire. Il y a 5000 ans, ils se sont battus, ils ont déjà chassé des envahisseurs, et c'est des gens qui ne se sont jamais faire. Il y a même un symbole qui est un peu trivial et ridicule, mais il y a une chanteuse iranienne qui est réfugiée politique au Canada. Et ben, elle s'est mise à chanter à la télévision l'hymne iranien par solidarité, parce que son pays est attaqué. Donc, même cette histoire de régime change, dont on a vu que le changement de régime, ce que c'est. Justement, on va voir ensemble, Jacques Bourget, quel est l'objectif réel de cette attaque iranienne. Est-ce que c'est le changement de régime? Est-ce que c'est la menace nucléaire? Ou est-ce que cela cache autre chose? Ou est-ce que c'est la volonté de M. Netanyahou de ne pas aller en prison? Parce que si la guerre cesse, il va aller en prison. Alors, s'il veut échapper à la prison, il faudrait qu'il s'attaque au monde entier, parce que ça n'évitera pas, en tous les cas, le jugement qu'il attend au final. Alors, je rappelle juste que l'Iran, qui donc annonce avoir lancé une 15e salve de la riposte, elle vise, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, des infrastructures militaires et des installations d'industrie militaire qui seraient donc au nombre de 20 missiles. Je me tourne vers vous, Ifri Ben Zarga. Alors, bien sûr, la riposte iranienne aurait fait au moins 24 morts et 1000 blessés du côté sioniste, ce que, bien entendu, l'entité sioniste dément. Et lorsque Netanyahou vous dit que, par exemple, ils sont arrivés à éradiquer la moitié des lanceurs de missiles, on a du mal à croire tout ça, hein. Effectivement, nous sommes totalement dans la propagande médiatique et les Israéliens, ils sont champions dans ça, dans la propagande médiatique. Vous avez parlé tout à l'heure de destruction d'un hôpital, et donc votre invité a clairement remis les pendules à l'heure en disant que c'était des éclats qui ont touché l'hôpital. De l'autre côté, combien d'hôpitaux ont été détruits par des missiles israéliens en Palestine? Combien d'hôpitaux ont été ciblés sciemment par l'entité sioniste? Donc là, on est vraiment dans une guerre médiatique, dans une guerre de communication. Quand vous ouvrez, par exemple, les médias français, vous avez un tout autre discours. Par exemple, on ne parle pas d'Iran dans les médias français, on parle de République islamique pour nommer l'Iran. Donc, vous voyez la rhétorique dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec certains médias occidentaux et certains médias. D'ailleurs, l'une des principales chaînes d'information françaises est une propriété d'un homme d'affaires israélien qui est propriétaire d'une chaîne israélienne aussi. Donc là, on est dans une forme de guerre d'information. Or, la réalité est tout autre, et vous venez de le dire, le dôme de fer de protection, il est en train de tomber en miettes, puisque les Iraniens sont en train de faire des frappes chirurgicales réussies sur Israël. Et donc, la propagande israélienne aujourd'hui, elle essaie de détourner un petit peu l'opinion publique internationale pour dire nous sommes en train de frapper l'Iran sur des cibles bien précises, ce qui est totalement faux. Par contre, là où je voudrais revenir quand même, parce que tout au début des frappes de l'agression sur l'Iran, de hauts dirigeants iraniens ont été ciblés, et cela montre ou démontre à quel point il y a eu infiltration du Mossad dans certaines sphères en Iran. Et donc, il y a beaucoup de pays qui sont opposés à la politique
d'apartheid, il faut le rappeler, d'Israël contre les Palestiniens, cette politique raciste, xénophobe, qui sont la cible de ce pays. Et donc, et notamment, il y a beaucoup de pays qui ont déjà pris des mesures pour un petit peu endiguer ces infiltrations, parce que les Israéliens, comment ils font? Ils s'infiltrent à travers des nationalités diverses. Et on connaît un certain nombre de pays qui sont des passerelles de passeport pour les Israéliens pour qu'ils puissent s'infiltrer dans des pays. Et donc, un certain nombre de pays ont pris les devants et ont pris les mesures adéquates pour endiguer cette infiltration. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où, comme le disait votre invité aussi, Netanyahou n'a pas envie d'aller en prison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de cibler l'Iran à travers des actes totalement illégaux, criminels. L'Iran, elle est en train de riposter, mais comme vous venez de le dire à juste titre, il faudrait qu'il fasse la guerre au monde entier pour qu'il n'y aille pas en prison. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation où Netanyahou, à travers les crimes de guerre qu'il a commis sur les territoires razzaouis, il est clairement sur les bancs des accusés pour aller devant la Cour pénale internationale. La question à se poser aussi, c'est est-ce que cette Cour pénale internationale, elle est faite uniquement pour juger les dirigeants africains ou elle est faite réellement pour juger les crimes de guerre et juger les dirigeants qui commettent des crimes de guerre? Là, la question, elle est directement posée à la CPI. La question qui est aussi posée aux pays occidentaux qui sont quand même à l'origine, depuis 1945, du droit international, parce qu'il faut rappeler quand même le droit international a été fait par les puissances mondiales sans le tiers-monde, et donc elles sont censées appliquer ce droit international qu'elles ont elles-mêmes imposé. Et donc la question qui leur est posée, c'est est-ce que vous allez appliquer le droit international que vous-même vous avez imposé au monde entier? Et donc si vous devez respecter le droit international, donc il faudra demander à Israël de cesser cette agression contre l'Iran et cesser le génocide. Et je le rappelle, il y a un génocide actuellement qui est commis sur le territoire razzaoui. Et notamment arrêter Netanyahou quand il survole certains pays qui sont signataires du traité de la CPI. Pour l'instant, je pense qu'il aura encore du temps puisqu'on voit tous les soutiens dont il bénéficie. Lorsqu'on vous voyez qu'au lendemain, par exemple, de l'attaque sioniste contre l'Iran, la première phrase qui a été prononcée par les chefs d'État et chefs de gouvernement occidentaux, c'était « Israël a le droit de se défendre ». C'est quand même. Mais Israël a le droit d'attaquer. Oui. Israël a le droit de se défendre, certes, mais là, ce n'était pas de la légitime défense. Oui. Là, c'est l'Iran qui est en termes de légitime défense. Sauf que là, actuellement, je pense que Netanyahou n'est pas totalement serein, puisque côté américain, ce n'est pas tout à fait clair du côté de Donald Trump, parce que lui-même son propre camp est divisé sur oui ou non partir en guerre contre l'Iran. Oui, donc je ne suis pas sûr qu'il soit totalement serein, Netanyahou, vis-à-vis de... Effectivement, la classe politique est divisée aux États-Unis et il y en a qui ne sont pas du tout va en guerre, contrairement à ce que semble peut-être vouloir le faire Trump. Alors, je vous annonce cette nouvelle. La Maison-Blanche, selon Trump, prendra une décision dans 2 semaines quant au fait d'attaquer ou non aujourd'hui l'Iran. La Maison-Blanche, Sofiane, il y a de grandes chances pour qu'il y ait des négociations. Est-ce que c'est un petit peu, si vous voulez, les préliminaires d'une désescalade? Alors, on voit déjà qu'il y a une oscillation de la position de la Maison-Blanche. Bon, le président américain Donald Trump est quelqu'un qui communique beaucoup déjà. Contrairement à son prédécesseur, c'est quelqu'un qui multiplie les sorties médiatiques et donc il noie un peu le poisson, si vous voulez. Sinon, pour aller vraiment concrètement au cœur du sujet, je pense que les 2 semaines, c'est le temps que va durer déjà si vous voulez, l'approvisionnement logistique des défenses sionistes, si elles peuvent tenir ou pas. Après, il faut savoir qu'en plus de la situation intérieure aux États-Unis, qui est un peu chrysogène, qui est très problématique, on a bien vu la crise, par exemple, en Californie, notamment à Los Angeles, l'opposition virulente des démocrates à la mandature du président Trump, mais il y a surtout des pressions des pays de la région, c'est-à-dire qu'aucun pays de la région, notamment du Golfe arabo-persique ou aussi de la région Asie centrale, n'a intérêt à ce qu'il y ait une escalade dans la région. Et donc, il y a des pressions sur les États-Unis pour qu'il n'y ait pas une implication directe. Après, quand on connaît le degré, si vous voulez, d'imbrication des intérêts sionistes et des intérêts américains, tout le monde sait que dès le départ, il y avait déjà une forme de distribution des rôles. Ce n'est pas tout à fait exclu. Il y a un appui de renseignement qui est évident. Il y a aussi un appui logistique qui continue à être effectif sur le terrain. Sur le volet des négociations,
le président américain a proposé dans un premier temps une forme de reddition qui a été rejetée par le guide suprême iranien directement. L'Iran n'acceptera pas les conditions d'une reddition sans condition et aussi d'un désarmement, parce que il ne s'agit pas juste d'une forme de reddition politique, il s'agit aussi de renoncer à la fois au droit, si vous voulez, une forme de sanction. Déjà au droit nucléaire, parce que le droit au nucléaire civil est un droit garanti. Et il y a aussi le fait de renoncer à toute forme de capacité balistique, c'est-à-dire c'est une forme de désarmement complète de l'Iran, un peu comme ce qu'on a vu pour la Syrie après la chute du régime, de l'ancien régime en Syrie. Il y a eu une destruction méthodique de toutes les capacités stratégiques de la Syrie. Il faut se rappeler qu'en 72 heures, l'armée d'occupation israélienne a bombardé l'aviation, les défenses antiaériennes et aussi les capacités navales et toutes les capacités de dissuasion stratégique syrienne. C'est un peu un scénario analogue. Pour sa part, Abbas Araghchi, qui est le chef de la diplomatie actuelle de l'Iran et le négociateur en chef, qui est toujours en contact avec Witkoff, qui est l'envoyé spécial américain pour les négociations, a annoncé que la seule condition pour la reprise des négociations, c'était l'arrêt pur et simple de l'agression sioniste qui est toujours en cours, il faut le rappeler, parce qu'il y a une multiple... Sans condition, Sofiane, et sans condition. L'arrêt déjà, il faut arrêter cette agression qui continue, parce que du côté iranien aussi, les dégâts sont très très importants. Il y a des sites civils qui ont été frappés, comme je le disais tout à l'heure, il y a des risques d'éruptions radioactives aussi qui sont importantes. Il y a aussi toute la partie de sédition et d'agitation avec l'implication de réseaux d'espionnage intérieur, mais aussi de bases qui existent dans les pays de la région qu'on connaît et qui sont connus pour appuyer logistiquement. Il y a aussi la question, par exemple, des minorités ethniques que l'entité sioniste et que ses alliés essayent d'attiser pour éventuellement essayer de diviser l'Iran. Et donc, si vous voulez, il y a une situation qui est difficile en Iran. Et à mon avis, la seule solution pour éventuellement revenir à la table des négociations, c'est d'abord un arrêt de cette agression qui prend une ampleur très très grande et qui, de jour en jour, risque vraiment d'impliquer toute la région. Rappelons aussi que la région Asie centrale, par exemple, est une vraie poudrière. C'est une région, par exemple, qui connaît beaucoup de concurrence géopolitique entre de grandes puissances. Il y a la présence de la Chine, de la Russie, du Pakistan qui est importante. Il y a un foyer de tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui peut être réattisé. Et la région aussi du Golfe arabo-persique, en plus d'être une région liée aux tensions qu'il y a au Proche et au Moyen-Orient, peut provoquer un désastre économique mondial. Tout à fait. Très bien. Vous avez très bien fait de parler de ça parce qu'on va effectivement aborder les conséquences d'une escalade sur cette région de l'Asie. Justement, Jacques-Marie Bourget, l'agression sioniste qui a renforcé son unité ou l'unité de son peuple, c'est-à-dire qu'elle a carrément provoqué l'effet inverse escompté par l'entité sioniste. Écoutez, moi, je ne suis pas sur le terrain et comme vous le savez, on a peu d'informations sur le terrain, mais il est clair que pour l'instant, la réaction du peuple, si on peut parler du peuple, parce qu'il existe ce peuple perse, ce peuple, enfin, même s'il y a plusieurs ethnies, mais iranien, c'est le nationalisme, la défense de la patrie. Il ne faut pas oublier que l'Iran a perdu 1 million de citoyens dans la guerre contre l'Irak. Ils se sont battus d'une façon incroyable. Ce sont de grands guerriers. Bon, ils ont une philosophie qui est celle du chiisme qui pousse au martyr, et pour eux, la mort peut être une forme de rédemption. Donc, si vous voulez, c'est combattre des combattants absolument redoutables. Mais je voudrais revenir en arrière. Quand on dit est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre ? Moi, je réponds, les États-Unis sont déjà entrés en guerre, puisque les États-Unis, c'est eux qui ont fait du renseignement pour aider les Israéliens. C'est eux qui ont fait les ravitaillements en vol des avions israéliens quand ils sont allés bombarder l'Iran. Alors aujourd'hui, il se trouve que des hommes de base, c'est-à-dire des hommes dans lesquels Trump, dans cette espèce d'asile de fous, il y a quand même quelques personnages anciens que Trump respecte et qui sont raisonnables. Eux pensent que cette guerre est pour l'instant une folie. Alors, est-ce que leur point de vue va l'emporter, le même d'ailleurs que celle qui dirige la CIA, qui a été exclue des réunions, parce qu'elle apportait des rapports disant que les Iraniens n'étaient pas du tout en train de fabriquer la bombe atomique. Donc, on a fait simple, on l'a exclu des réunions. Aujourd'hui, Washington semble revenir sur ses positions extrêmes. Trump parlant de « nous avons liquidé les défenses », nous comme si, oui, il faut dire qu'il était dans la guerre, il a fait un aveu, là, il aurait dû se taire. Oui, nous il avons liquidé avec l'entité sioniste.
oui, mais d'accord, mais il l'a avoué, il a dit nous avons, c'est-à-dire eux compris dans cette guerre, Oui. donc ils sont déjà dans la guerre. Et à Washington, il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui trouvent que c'est absolument déraisonnable, c'est même fou que de s'engager dans cette guerre, dans ce conflit, dans cette guerre complètement illégale, complètement fausse au niveau du renseignement, qui est simplement une espèce de prurite de M. Netanyahou, dont les télévisions, enfin sur Internet, on a pu voir d'une manière presque rigolote, si on pouvait rigoler, les différentes interventions de M. Netanyahou avec des bombes dessinées comme une boule avec une mèche. M. Netanyahou, tous les 2 ans, nous fait des grandes déclarations sur la bombe atomique iranienne, et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, il y a un moment, ça devient insupportable. Donc, il y a bien quelqu'un qui va sonner la fin de la récréation et qui va dire, bon, et le fait que, bon, il donne 2 semaines pour se décider, indique déjà, je sais qu'il y a des gens qui discutent en parallèle, mais qu'il va y avoir des discussions de plus en plus officielles. Et moi, je ne pense pas qu'on va vers une guerre très durable et on va vers une extinction. Mais le résultat, c'est que Israël, pour l'instant, a perdu la guerre par rapport à son histoire, par rapport à sa toute-puissance, par rapport au fait que c'est soi-disant la deuxième armée du monde, etc., etc. Pour l'instant, ils sont aplatis. Très bien. Ifri Benzarga, bien entendu, lorsque je parlais tout à l'heure d'unité, c'était la déclaration de Larijani qui disait que l'agression sioniste, finalement, a renforcé l'unité de notre peuple. Je voudrais revenir avec vous, Ifri Benzarga, sur le système de défense antiaérienne de l'Iran qui semble lui aussi avoir repris du poil de la bête durant les derniers jours, durant ces 7 jours, bien sûr, de riposte. L'Iran qui a annoncé avoir intercepté plus de 100 drones sionistes depuis le début de l'agression, comme je le disais. Cela rajoute bien sûr au succès qui a été enregistré dans la lutte engagée par les services de contre-espionnage après l'arrestation de plusieurs agents sionistes à Téhéran, parce qu'il faut dire que cette attaque a été réellement permise par cette infiltration des renseignements. Là aussi, selon vous, Efele Benzarga, quelle lecture peut-on faire? Est-ce que finalement Téhéran est en train de se ressaisir? Effectivement, je souhaiterais juste revenir un tout petit instant par rapport à ce que vous veniez de dire sur l'unité du peuple iranien. Oui, allez-y. Les Iraniens sont comme un certain nombre de peuples, notamment comme le peuple algérien, qui, on peut avoir des divergences internes, mais quand on touche à l'unité nationale, quand on touche aux principes de la République, là, il y a une unité nationale, nous mettons nos divergences de côté et nous allons droit pour sauver la patrie. Nous l'avons vu par exemple en Algérie en 63, où tout le monde s'est ressaisi et il est allé défendre le pays, les frontières du pays, quand on a été agressé par le régime du Marzen en 63. Donc je pense que l'Iran fait partie des rares pays comme l'Algérie qui ont un peuple conscient de son unité nationale, conscient des enjeux et des intérêts suprêmes de la nation, où les divergences internes, on les met de côté quand il s'agit d'une menace extérieure. Pour revenir à ce que vous disiez concernant la riposte iranienne, effectivement, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés sur 2 phases. La phase de la résilience, c'est-à-dire les Iraniens ont été attaqués par surprise, oui, ont été agressés par surprise, et là aujourd'hui, ils sont en train de riposter. Riposter comment ? En mettant en œuvre leur stratégie militaire de défense, parce que je pense que, et j'en suis convaincu, que c'est des plans qui ont été révisés, qui ont été programmés depuis un certain nombre d'années par l'armée iranienne pour contrecarrer toute attaque israélienne, parce que quoi qu'il arrivait, un jour ça allait venir. Par rapport à ces attaques, il faut dire que l'Iran quand même est en train de riposter avec brio, mais de manière avec armes inégales. Quand un missile israélien attaque l'Iran, les Iraniens, à part leur propre défense et leur propre radar, ils n'ont pas d'autres sources d'informations. Oui. Cependant, lorsque les Israéliens reçoivent les fameuses salves iraniennes sur leur territoire, ils ont plusieurs satellites américains au-dessus du territoire iranien qui leur disent « Attention, vous avez une salve de missiles qui est en train d'être lancée depuis le territoire iranien ». Donc,
pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'implication des États-Unis, oui, par le renseignement, par le satellite, par un certain nombre de données, les États-Unis sont totalement impliqués. Maintenant, s'il y a implication ouverte et directe américaine, elle ne peut être qu'au sol, entre guillemets, mais ce qui est une chose quasi impossible, puisque les Américains, ils ne sont pas fous, ils ont vu ce que ça a donné en Afghanistan, et pourtant l'Afghanistan était un pays qui était totalement, j'allais dire, le système était totalement déréglé, le système était désorganisé, il y avait des tribus, ce n'est pas la même organisation que l'Iran. L'Iran est une république avec des institutions d'État qui sont totalement organisées, notamment l'armée iranienne. Et donc, les États-Unis ont vu ce que ça a donné en Afghanistan. Ils ne s'aventureront jamais à mettre des troupes au sol en Iran, puisque ça serait du suicide, même pour les Américains. Eh ben, très bien, Ifri Benzalga, pour cette analyse. Bien sûr, le débat continue. Nous remercions Sofiane Baroudi qui était avec nous, donc qui vient de nous quitter. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir nos deux journalistes rédacteurs à Al24, Tina Tinhinen Makassi et bien sûr Safwan Ben Sabri. Bonsoir Lila. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, parce qu'il ne nous reste pas quand même très peu de temps pour la première partie de l'émission, bien sûr, nous avons entendu ensemble les déclarations de la Maison-Blanche, Trump qui dit qu'il prendrait une décision dans 2 semaines quant au fait d'attaquer ou non Tina. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de voir aujourd'hui une intervention américaine directe? Parce que comme tout à l'heure le disait Jacques Bourget, que les États-Unis sont déjà là, mais est-ce qu'ils vont intervenir de manière, comme dirait-on, de manière très commune, flagrante? Moi, je ne pense pas que les États-Unis, en fait, ça reste que mon avis, bien évidemment. Je ne sais pas si Safwan et vous-même vous partagez mon avis, mais moi, je pense que les États-Unis ne vont pas aller directement de façon frontale, même s'ils l'ont déjà fait en Iran. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a eu l'opération Ajax en Iran. Les États-Unis ont intervenu en Iran, les États-Unis ont eu l'habitude d'intervenir au Moyen-Orient, et d'une façon ou d'une autre, comme le dit Jacques-Marie Bourget, ils sont déjà là. On a vu que même dans le cadre de l'arrêt pour neutraliser les missiles qui ont été envoyés par l'Iran, les États-Unis, le renfort américain, il est là. Dans le cadre du génocide à Gaza, le renfort américain, il est là. Il est soit politique, soit géopolitique, soit logistique, soit militaire. Donc, elle est déjà là. Mais de là à partir sur le terrain, peut-être avec une armée, je doute, parce qu'actuellement, il y a dans le cadre du narratif de l'homme blanc, dans le cadre du narratif de l'Occident, dans le cadre du narratif de cet Occident qui essaye de sauver le Moyen-Orient, il y a une fissure qui est importante, c'est celle des peuples. Aujourd'hui, les peuples en Occident, on l'a vu même pendant l'Irak, sauf que ce n'était pas aussi grandiose. Aujourd'hui, les peuples en Occident sont mobilisés. Est-ce que Trump va aller à l'encontre de l'ensemble des Américains, sachant qu'actuellement, à l'intérieur même des États-Unis, la majorité est contre, elle se dit contre, elle est pro-palestinienne, elle est pour l'édification d'un État palestinien, elle est pour la souveraineté des États. Est-ce qu'ils vont aller à l'encontre de cette opinion publique, sachant qu'à l'intérieur, il y a de gros problèmes? Avec ce qui se passe en Californie, il y a des gens qui se tirent les uns sur les autres, ils sont presque au bord d'une guerre civile, en France aussi. Donc est-ce qu'ils vont aller directement, frontalement sur le terrain? Je pense qu'ils se donnent aussi cette période de 15 jours pour prendre une sortie peut-être, j'ai pas envie de dire honorable parce qu'il n'y a pas d'honneur à déstabiliser un pays, même si l'objectif final des Américains et des Israéliens ou de l'Occident en général, et de déstabiliser l'Iran, ça c'est clair et c'est un objectif sur lequel on ne peut pas avoir de doute. Oui, voilà. Ils ont longtemps travaillé sur ce. D'ailleurs, certaines déclarations ne s'en cachent pas, elles sont très très directes. Quand le chancelier allemand, il dit qu'ils sont en train de faire le sale boulot pour nous, je pense que ça en dit long sur l'idée de déstabiliser l'Iran est un objectif stratégique, est un objectif vital pour l'Occident et l'entité sioniste. Très bien, alors je reviens vers vous, Safwan, juste après une petite pause de pub.
Donc l'émission spéciale consacrée à l'attaque de l'entité sioniste à l'Iran et aux ripostes iraniennes se poursuit avec nos journalistes de la rédaction et nos, bien sûr, analystes. Aujourd'hui, nous continuons donc le débat et tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, Safwan Ben Sabri, alors il y a quand même à prendre de près ces analyses ou ces déclarations de Trump qui dit que peut-être nous allons réfléchir dans 2 semaines ou non si nous allons attaquer ou pas. Et de l'autre part, il dit qu'il y a des chances pour qu'il y ait des négociations. Est-ce que vous pensez que c'est un temps de réflexion qu'il faut ou c'est parce que nous sommes devant un fait accompli ? Nous sommes devant un fait accompli parce qu'Israël met de fait les États-Unis devant une situation qui est très difficilement gérable sur l'international, avec notamment d'autres conflits qui risquent de perdurer, notamment le conflit ukrainien, sans oublier la préoccupation permanente des États-Unis concernant Taïwan. Maintenant, je pense que ces 15 jours de tergiversation ou de réflexion sont en réalité une remise en cause, une réflexion de toute l'Amérique sur cette question. Parce que les États-Unis, s'ils venaient encore à intervenir une énième fois dans cette guerre, ça signerait la fin, ça signerait une intervention mortifère, je pense, de la part des États-Unis en Iran. Et puis, c'est différentes traditions que les États-Unis trahiraient s'ils intervenaient dans cette guerre. On a l'isolationnisme américain qui a fait majorité avant la première jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc les États-Unis trahiraient ça. Et puis on a aussi la destinée manifeste des États-Unis qui s'est fondée sur l'anticolonialisme parce qu'eux-mêmes étaient issus et se sont libérés d'une colonisation, en l'occurrence de celle de l'Empire britannique et de la France. Donc une intervention des États-Unis dans ce conflit, ça serait une trahison de plusieurs principes des États-Unis et que ces 15 jours de réflexion montrent que pour Trump, qui, je le souligne comme je le soulignais hier, et pour l'America First et pour l'isolationnisme moderne, donc ça serait trahir tous ces principes-là d'intervenir à nouveau. Donc je pense que Trump, y compris par rapport à son électorat, est en train de réfléchir si les promesses qu'il a tenues durant cette campagne à coup de chantre du pacifisme, ne serait pas en train de changer de camp ou de retourner sa veste si jamais il était attiré de force dans cette guerre par l'entité Mais sioniste. il faut dire, Safwan, que devant les beaux yeux de l'entité sioniste, tout peut se faire. On l'a vu par le passé. On l'a vu par le passé, notamment en 1967, quand l'entité sioniste a fait une opération, ce qu'on appelle dans le jargon un false flag, un faux drapeau, pendant la guerre des 6 jours, où ils se sont tout simplement permis d'attaquer un bateau, l'USS Liberty américain, pour attirer de force les États-Unis dans ce conflit-là. Donc ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, il y a déjà une ébauche de false flag. Quand Netanyahou dit que les Iraniens ont essayé de tuer Trump, je pense que c'est une façon de refaire la vérité, comme ils ont déjà essayé de le faire. Donc ça ne m'étonnerait pas que malgré la volonté de Trump de ne pas intervenir dans ce conflit, que les Israéliens manigancent une opération sous faux drapeau et qu'ils accuseraient les Iraniens d'avoir commis cette opération pour amener de force les Américains dans ce conflit. Oui, parce qu'ils savaient très bien que s'ils allaient laisser, à ce moment-là, s'ils allaient se taire, que l'entité sioniste allait courir à sa perte. Et c'est pour ça qu'ils sont venus au secours de l'entité sioniste. Tinhinan Makassi, toujours les États-Unis sont venus au secours de l'entité sioniste. Cette fois-ci, est-ce que ça nécessite, pour ce qui est de cette intervention en Iran, que, selon vous, les États-Unis vont bouger toute leur artillerie, leur arsenal pour l'entité sioniste, j'allais dire pour les beaux yeux de l'entité sioniste. Allez. Je pense que comme vous le dites si bien, pour les beaux yeux de l'entité sioniste, les États-Unis sont prêts à perdre chemise. Donc ils ont déjà laissé chemise, ils sont prêts à tout, parce que l'existence même de l'entité sioniste est vitale pour les États-Unis. L'entité sioniste a été créée pour maintenir, pour garder, pour permettre aux États-Unis, pour l'hégémonie américaine, pour permettre aux Américains d'avoir une hégémonie complète et totale sur le Moyen-Orient, le Proche-Orient, de fait la Corne de l'Afrique et de fait aussi le Nord africain, en particulier avec les accords d'Abraham et les bouleversements qu'il y a eu depuis 2020, mais surtout pour pouvoir garantir leurs intérêts économiques et pour pouvoir garantir leur hégémonie. Donc les États-Unis vont pas lâcher contrairement à ce que dit mon collègue Safwan Ben Sabri, il a dit tout à l'heure qu'il y a un isolationnisme américain
américain qui a été pratiqué au Moyen-Orient. Je pense qu'au Moyen-Orient, ils n'ont jamais hésité à partir. Ils ont toujours été... Avant, même, il y a eu quand même l'Irak, il y a eu la Libye. Ils sont partis à plusieurs reprises dans des pays arabes qui menacent l'existence d'un franc qui est l'ébauche. En fait, ils sont intervenus pour mettre fin à l'ébauche d'un axe de la résistance, en mettant fin en conduisant à la fin de l'Irak, à la fin de la Syrie, même si... Et là, l'Iran, on peut dire, à travers l'histoire, depuis 1979 et même peut-être avant, à part dans la période où il y a eu les Qadjar et les Shahs et le Shah d'Iran, détruire et déstabiliser l'Iran est un objectif primordial pour les États-Unis, qui font en sorte aujourd'hui que l'antitétionnisme soit leur bras armé et dans la région est la garantie totale de leur hégémonie dans la région. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas y aller? Ils sont déjà là-bas. Ils aident l'antitétionniste. On le voit depuis, déjà quand on parle de légitime défense de l'antitétionniste. Une intervention musclée, en fait. En fait, c'est juste, on va juste voir la méthode avec laquelle ils vont la faire. Est-ce qu'ils vont prendre... déjà, là, il y a l'embargo contre l'Iran. Est-ce qu'ils ne vont pas aller, par exemple, vers des sanctions, vers les pays qui soutiennent, peut-être ils peuvent même aller vers des sanctions pour les pays qui soutiennent l'Iran, comme le Pakistan, comme on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont vraiment aller, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au point de sanctionner d'autres pays qui soutiennent... Qui pourraient se positionner du côté... Parce que là aussi, ils doivent détruire cette résistance entre États qui a été créée. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Avant, on parlait de l'Iran comme étant un pays fermé, comme étant un pays isolé. Et là, l'Iran se fait agresser par l'antitétionniste. Déjà, on remarque que l'Iran peut se défendre, mais aussi que l'Iran est bien entouré. Du mal, il ne faut pas oublier. Justement, dans l'axe du mal, l'Iran est bien entouré. En fait, ce n'est pas que l'axe du mal. On a les peuples qui soutiennent, donc les peuples occidentaux qui refusent... Tous ceux qui aiment le mal. Si on veut, tous qui aiment le mal, finalement. Du point de vue... Un peu d'humour. Ils sont en train de soutenir l'Iran, mais il y a de grandes nations aussi qui ont soutenu l'Iran. Quand je parle de grandes nations, je parle d'une nation qui ont le nucléaire. Le Pakistan a clairement dit qu'il soutenait l'Iran. La Chine et la Russie, on sait très bien que se sont positionnés. Déjà, en disant que ces attaques sont illégales, ils se sont positionnés. Donc le fait déjà de plus être dans le récit qu'ils ont mis en place depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre, et être obligé d'être créatif à chaque fois pour pouvoir maintenir cette espèce de récit historique dans le cadre d'un empire qui est en déclin, je pense que ça va être une opération très difficile pour les États-Unis en particulier, puisque l'Iran, on le sait bien maintenant, elle n'est pas isolée. Très bien. Oui, alors brièvement, oui. En parlant d'empire en déclin, je pense que l'Afghanistan n'est pas le seul cimetière des grands empires. Je pense que si les États-Unis seraient amenés à intervenir militairement en Iran, en plus de l'Ukraine qui, par la symbolique, représente la fin de la domination occidentale face à l'ours russe, je pense que l'Iran, une intervention en Iran, signerait la fin définitive de l'Occident et de son hégémonie et de sa puissance qui a déjà été écornée par l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et bien d'autres. Oui, très bien Safwan Ben Sabri, très bien Tinian Makassi. Nous accueillons à l'instant Karine Béché-Golovko. Vous êtes politologue et enseignante à l'Université de Moscou. Karine, bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci à vous. Alors Karine, il a fallu 7 jours d'attaque et de contre-attaque, de riposte et de contre-riposte pour que finalement il y ait eu des réactions plus ou moins claires de la communauté internationale et pas toute la communauté internationale, puisqu'il s'agit beaucoup plus du Pakistan, il s'agit beaucoup plus de la Chine, de Moscou, qui donc avait mis en garde contre une escalade dans cette région et surtout qui a mis en garde contre une intervention. Karine Béché-Golovko. En effet, on voit très bien en fait se constituer dans ce conflit autour de l'Iran et d'Israël un peu une sorte d'axe de pays non alignés, un peu comme on le voit d'ailleurs avec ce conflit en Ukraine. Et on voit bien finalement que les mêmes intérêts sont en jeu finalement de part et d'autre, puisque d'un côté, l'on a les pays de l'axe atlantiste qui soutiennent Israël comme ils soutiennent l'Ukraine parce qu'ils soutiennent leur guerre.
Et là, en ce sens, il me semble que la réaction de la Russie, qui a clairement dit qu'il serait dangereux pour les États-Unis d'intervenir directement, puisque les États-Unis sont déjà partis au conflit dans la mesure où ils fournissent au minimum en armes et soutiennent ouvertement Israël. Une intervention directe aurait en tout cas des conséquences réelles. Oui, alors dans ces cas, Karine, lorsqu'on voit par exemple les dernières déclarations de Trump qui dit qu'ils vont prendre 2 semaines de réflexion pour voir si oui ou non et ils allaient intervenir. Alors déjà, comme disait tout à l'heure Jacques-Marie Bourget, les États-Unis sont déjà présents, il faut le dire, par l'appui militaire, par l'appui logistique. Alors de quelle intervention américaine ou à quelle intervention américaine peut-on s'attendre de plus ? Alors, il y a eu des déclarations dans les médias américains qui ne sont pas officielles, donc c'est à prendre avec des pincettes, selon lesquelles les États-Unis pourraient bombarder les usines de transformation d'uranium afin que l'Iran ne puisse pas, soi-disant, se doter de la bombe atomique. Donc, c'est un des aspects. On en revient toujours à ce mythe des frappes chirurgicales. On voit la manière dont Israël frappe de façon chirurgicale les populations civiles. En tout cas, on l'a vu à Gaza, on voit aussi ce qui se passe en Iran. Donc, vu la manière dont les États-Unis conduisaient la guerre en Irak jusqu'avant, lorsqu'ils rasaient littéralement les villes, l'on peut se dire que si réellement les États-Unis entrent en guerre, ça veut dire qu'ils vont vouloir réellement raser l'Iran et ils ne ciblent pas en fait, tout simplement, ils tirent. Oui. Donc là, il y a aussi une réaction possible de la communauté internationale parce que, comme votre intervenante avant l'a très justement dit, l'Iran n'est pas isolé et pas plus que la Russie n'est isolée, pas plus que la Chine n'est isolée. Et l'on voit que finalement, ce monde atlantiste extrêmement guerrier et vindicatif, lui, devient de plus en plus isolé et se cache derrière une espèce de mur de communication afin de s'auto-justifier. Mais il commence à avoir de plus en plus de mal à convaincre la communauté internationale. Eh bien voilà, aujourd'hui le président chinois Xi Jinping et russe Poutine Vladimir ont eu un appel téléphonique où ils ont tous les deux fermement condamné l'agression de l'entité sioniste contre l'Iran. Tout de suite, nous voyons les développements avec un sujet signé Esma Laïd et nous revenons au débat. Alors, le temps que, bien sûr, le sujet de Esma soit prêt, nous continuons le débat. Finalement, est-ce que, selon vous, Karine Béché-Golovko, on est à 2 doigts ou un cheveu de l'embrasement de la région si l'escalade continue ? Il y a effectivement un risque réel et il me semble qu'il y a aussi des leçons qu'il faudrait tirer, que ce soit au niveau des pays arabes et de la région en elle-même, mais également des pays extérieurs qui ne veulent pas de cette domination atlantiste ou sioniste dans la région. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la Syrie à partir du moment où l'on laisse en fait un foyer de danger. Derrière, les pays atlantistes utilisent ce foyer et finalement relancent le terrorisme pour faire tomber les régimes qui sont légitimes, comme ce fut le cas pour Assad. Nous voyons les discussions actuellement de plus en plus ouvertes quand même dans les réseaux sociaux et dans les médias mainstream parlant d'un assassinat quand même de Khomeini. Donc il y a des tentations, en tout cas, de recourir effectivement à la violence extrême afin de vouloir contrôler complètement la région du Moyen-Orient. Il y a ici, il me semble, une prise de conscience qui doit être faite de la part des pays de cette région parce que ça n'est pas parce que ça se passe chez les voisins qu'ils ne sont pas en danger derrière. On a vu que ça a été laissé faire quand même en grande partie ce qui est en Syrie. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions réelles dans les pays voisins et on a vu le résultat. Maintenant, l'embrasement petit à petit commence à toucher d'autres pays. C'est
une leçon qu'il faut tirer et cette leçon doit également être tirée par les alliés étrangers, que ce soit la Russie ou la Chine par exemple, ou le Pakistan, parce que s'il n'y a pas de soutien réel qui est apporté dans ces pays, c'est-à-dire s'il n'y a pas réellement une collaboration intensive qui se met en place, il va être difficile de lutter contre cet ennemi qui finalement est commun à tous les pays qui veulent rester souverains et qui veulent être indépendants et gouverner selon la volonté de leur population et non pas selon des diktats extérieurs. Très bien. Karine Béché-Golovko, restez avec nous juste donc après ce sujet signe Esmaïlaïd et qui donc revient sur l'appel téléphonique entre les deux chefs d'État chinois et russes qui ont tous les deux condamné fermement l'attaque sioniste contre l'Iran. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping ont discuté ce jeudi de la situation au Moyen-Orient et condamnent fermement les actions de l'entité sioniste à l'encontre de l'Iran comme étant des violations de la Charte des Nations Unies. D'un commun accord, un entretien téléphonique vient d'avoir lieu entre le président russe Vladimir Poutine et le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Cet entretien amical et constructif a été consacré, en toute logique, principalement à la dégradation de la situation au Moyen-Orient. Les deux parties adhèrent à des approches identiques et condamnent fermement les actions d'Israël qui violent la Charte des Nations Unies et d'autres normes du droit international. Oshakov a déclaré que les deux dirigeants ont partagé des approches identiques du conflit régional et estimé que la crise ne pouvait être résolue par une action militaire. Moscou et Pékin partent tous deux du principe que la résolution de la situation actuelle et des problèmes liés au programme nucléaire iranien ne peut être résolue par la force et que cette solution doit être obtenue exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques. Depuis le début de l'agression sioniste sur l'Iran, la voix de la diplomatie ne se faisait pas entendre, celle de Moscou et Pékin pesant leur poids dans la configuration que pourrait prendre cette escalade durant les prochains jours. Pour rappel, l'entité sioniste a lancé vendredi dernier une série d'attaques contre l'Iran, faisant près de 1000 martyrs et des blessés. De son côté, l'Iran a répliqué et s'est dit déterminé à combattre l'entité sioniste jusqu'à la dernière goutte de sang pour protéger le pays. Alors, je me tourne vers vous, quand même, Jacques-Marie Bourget. Selon vous, pourquoi avoir attendu 7 jours pour avoir une réaction assez claire aujourd'hui, selon vous, par rapport à certains pays qui se sont positionnés du côté de l'Iran? Est-ce que peut-être parce qu'ils ont vu qu'il y avait trop d'injustice et que finalement, la carte blanche qui a été donnée à l'entité sioniste, elle n'a pas fait que de bon usage? Jacques-Marie Bourget, vous êtes avec nous? Oui. Oui, je vous entends. Voilà, alors je disais aujourd'hui, pourquoi il a fallu rester quand même 7 jours de riposte et d'attaque pour que des pays se positionnent enfin du côté de l'Iran? Mais parce que Netanyahou a été, Israël a été désigné comme espion principal de l'Iran pour le compte des États-Unis. Autrement dit, les États-Unis ont sous-traité le dossier iranien pour partie à Israël, au Mossad et à toutes les organisations israéliennes implantées secrètement en Iran. Et lors des premiers moments des bombardements israéliens, Netanyahou a fourni à ses amis américains des fausses informations, des faux dossiers, des faux bilans. Donc, dans un premier temps, Trump a dit « nous avons gagné la guerre », enfin « nous avons gagné la guerre, nous avons éradiqué, etc., croyant les informations de Netanyahou, mais c'était des mensonges. Donc, si vous voulez, actuellement, chez Trump, il y a une grande méfiance des propos de M. Netanyahou. L'autre composante qu'on ne prend pas... qu'il faut prendre en compte, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, c'est le terrorisme et puis les actions sur faux drapeaux. Parce qu'aujourd'hui, si un Iranien, un soi-disant Iranien
se fait arrêter en train de mettre une bombe à Washington, à Paris, à Londres ou je ne sais quoi, évidemment, ce serait un renversement de situation. Et c'est des espèces de manœuvres comme celle-ci qui ont déjà été faites par le passé qui pourraient sauver la peau de M. Netanyahou. Donc il faut avoir là-dessus une grande vigilance. Mais actuellement, je peux vous dire que au département d'État et dans les services de renseignement américains, il y a une grosse rancune contre l'information fournie par les Israéliens sur les premiers jours de campagne de bombardement en Iran et qui sont des informations fausses. Oui. Safwan Ben Sabri, et justement, tout cela, tous ces événements, comme on les voit, d'ailleurs c'est tellement rapide, ça va tellement vite, l'escalade, il est très difficile en ce moment de prendre un temps de recul pour pouvoir analyser réellement les choses comme elles sont. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que ce fameux mythe du dôme de fer a été complètement détruit, tout cela qui a participé à un effort de démantèlement du storytelling sioniste qui consiste à dire que l'armée sioniste serait invincible? Il s'agit bien entendu, comme on l'a déjà vu par le passé, d'un discours qui est promu beaucoup plus par les médias sionistes ou encore pro-sionistes. Est-ce qu'il viendrait d'en prendre aujourd'hui, avec ces attaques ou ces ripostes iraniennes, un sérieux coup d'après vous? Je pense que déjà la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et que la vérité est en train d'être mise à mal, notamment par ce que disait l'intervenant précédent, concernant les rapports qui sont transmis, exactement, les rapports qui sont transmis par l'entité sioniste aux États-Unis. Et ensuite, concernant le dôme de fer, il faut rappeler que la doctrine militaire israélienne est basée sur une superstition dès le départ et sur une doctrine extrême que certains appellent celle du chien enragé, qui consiste à, si jamais on reçoit un coup, il faut en donner 10 en retour et faire 10 fois plus mal, parce qu'en réalité, ça cache une peur qui est due à l'absence de profondeur stratégique du territoire israélien, qui par les faits ne peut pas permettre une défaite. Donc il y a on va dire une peur permanente chez les Israéliens. Et ensuite, concernant le narratif occidental ou le narratif sioniste, qui d'ailleurs beaucoup de chaînes occidentales, qu'elles soient anglaises, françaises ou américaines, on leur reproche de reprendre le narratif du Likoud, c'est-à-dire du parti qui gouverne actuellement en Israël. Travailliste. Et ce narratif, qu'il soit d'un point de vue moral, a pris un coup, parce que les morts, vous ne pouvez pas expliquer à un non-sioniste que la mort d'un Palestinien vaut moins que celle d'un Israélien. Et ensuite, d'un point de vue militaire, il y a aussi une cassure, c'est-à-dire on voit pour une première fois, on peut confondre à quelques bâtiments détruits près, une scène de destruction à Tel Aviv et une autre en territoire occupé et une autre dans la bande de Gaza. Donc Gaza a commencé par, on va dire, mettre une faille dans le discours et dans la morale du pays qui prétend avoir, enfin de l'entité qui prétend avoir l'armée la plus morale du monde. Et puis, du point de vue militaire, l'Iran a remis encore une couche, d'un point de vue purement matériel, dans ce qui était caractérisé comme une armée invincible. Justement, Tinen Makassi, beaucoup disent qu'aujourd'hui c'est une attaque préventive, c'est un peu ça qui a été donné comme prétexte ou comme raison, si vous voulez, par l'entité sioniste. Et puis, à un moment donné, on parle également du fait qu'aujourd'hui, ces frappes préventives sont là pour protéger l'entité sioniste. Est-ce que vous pensez que c'est réellement le véritable but aujourd'hui de cette attaque sioniste contre l'Iran? Je pense que il faut déjà qu'on n'ait pas peur de dire que c'est une agression. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas parce qu'il y a cet argument de la riposte sécuritaire qui est en train d'être mis en place depuis la fameuse, comme l'expliquait tout à l'heure Jacques-Marie Bourget, depuis la fameuse fiole de Colin Powell. Colin Powell qui est mort sans être puni, sans que oui. Et c'était dans le même. Et là aussi, on donne au département d'État, et on donne à la presse, on donne aux médias, on donne à l'opinion internationale des informations qui sont complètement fausses, avec le même storytelling, avec le même idéal. Alors que comme l'Irak, l'Iran
Et tout pays dans le sud global qui émerge aujourd'hui comme une force, on sait très bien que l'objectif de l'entité sioniste des États-Unis derrière et de l'Occident est de mettre, est une, je ne vais pas avoir peur des mots, est une agression impérialiste visée avec des objectifs clairs, déstabiliser aujourd'hui toute forme de résistance face à un Occident. On le rappelle encore une fois, l'Occident est en déclin. Donc aujourd'hui, il va essayer de mettre, Enfin, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne pourront pas intervenir militairement, parce qu'ils vont essayer de trouver une solution, mais pas des solutions qu'ils ont déjà mises en place et qui ont déstabilisé des régions qui se sont retournées contre finalement. Donc en Iran, ils vont peut-être essayer de créer une nouvelle forme d'interventionnisme qui est complètement illégal et complètement farfelu peut-être. Mais il y a aujourd'hui l'objectif est de déstabiliser l'Iran et d'empêcher toute forme d'organisation face à un Occident de plus en plus en perte d'hégémonie de prendre place dans le sud global, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine. On a vu aussi avec l'Amérique latine, la déstabilisation de l'Amérique latine, la déstabilisation de l'Afrique, la déstabilisation du Moyen-Orient a un objectif qui est la mise en place d'une hégémonie impérialiste, d'une hégémonie occidentale pour garantir leurs intérêts et pour garantir leurs influences dans la région du Moyen-Orient. Maintenant, est-ce que est-ce que l'ensemble des Américains, est-ce qu'aujourd'hui, au sein même de la Maison-Blanche, au sein même de l'exécutif de la Maison-Blanche, au sein même de l'opinion publique américaine, l'opinion est tranchée sur ça? Il est clairement que non, l'opinion, elle n'est pas tranchée. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas très sûrs du pas à suivre. Mais la méthode reste la même. Oui, y compris au sein de l'administration. Y compris au sein de l'administration. On a entendu des voix discordantes. Des voix discordantes. Et même son chef, et même je crois que c'est son chef de la diplomatie, ne savait, et vous l'avez dit. Il n'était pas tout à fait d'accord avec sa politique. Oui. Au-delà de pas. Avant de le rejoindre à la course à la présidentielle, Marco Rubio, qui d'ailleurs ne sait pas combien d'habitants se trouvent en Iran et qui ça c'est particulier. Il sait où se trouve l'Iran en tous les cas. Je crois pas. Parce que la seule chose, justement, ça en dit long sur cette espèce de storytelling et de récit historique qui a été mis en place. Lui, la seule chose qu'il a en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a face de nous un pays qui remet en cause notre hégémonie et qui peut, selon eux, donc dans l'argument de riposte sécuritaire, mettre en cause l'existence même d'Israël. Donc c'est un pays c'est un pays qui est dangereux. Et pour revenir à cette frappe, des frappes chirurgicales, etc., et cette armée morale, on l'a vu, je pense qu'après Gaza, on ne peut plus parler d'armée morale. Il y a plus... Même le fait accompli des nouvelles colonies, parce qu'on oublie, il y a le génocide à Gaza, mais aussi l'expansionnisme dans le Moyen-Orient. Ils ont attaqué le Golan, ils ont attaqué l'Iran, et même dans le langage de Netanyahou, on ne cache plus l'idée du grand Israël, on ne cache plus les appétits expansionnistes et on ne cache plus qu'aujourd'hui, le droit international n'a aucune valeur aux yeux de cet État. Il a déchiré quand même la charte de l'ONU à l'ONU. Oui. Alors on se pose la question, oui, réellement, la moralité de cette armée tant louée, en tous les cas, par ses partisans et ceux qui si je peux me permettre, oui. dans le cadre de relations internationales, mais surtout d'un empire qui est de l'empire colonial, Israël, où l'entité sioniste reprend aujourd'hui ce qui a été fait par l'ensemble des empires coloniaux. Quand il y a colonisation, on ne peut pas parler de moralité. Quand il y a colonisation, il y a crime de guerre, il y a génocide, et c'est propre à l'ensemble des acteurs coloniaux. Tous les empires coloniaux ont commis des atrocités à l'encontre des populations colonisées. C'est le principe même sur lequel repose la domination coloniale. Donc je pense que c'est presque un oxymore de parler de moralité quand il y a colonisation. Voilà, très bien, Tinhinan Makassi. Je vous propose, mesdames et messieurs, de voir ensemble quand même cette déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, Moscou, qui met en garde donc Washington contre une intervention éventuelle en Iran. Et nous tenons à mettre en garde Washington contre toute intervention militaire dans cette situation qui constituerait une mesure extrêmement dangereuse aux conséquences négatives véritablement imprévisibles. Voilà, les choses sont claires en tous les cas. Maintenant, on sait qui est avec qui, si on peut le dire comme ça, de manière très commune. Karine Béché-Golovko. Alors, comme disait notre rédactrice journaliste Tinhinan Makassi, aujourd'hui, on parlait d'armée morale. Alors, on a prouvé par 1 plus B qu'il n'y a pas d'armée morale, que ce mythe est tombé
tout comme est tombé le mythe, il y a de cela donc depuis 7 jours, du dôme de fer. Le problème, c'est que dès le départ, on parlait de l'objectif de l'attaque de l'entité sioniste contre l'Iran et on parlait et on évoquait justement la menace nucléaire, d'où justement cette frappe préventive. Mais le véritable but n'a pas été encore dévoilé lorsqu'on sait que l'objectif premier et initial a toujours été, avec celui des États-Unis bien sûr, de redessiner le Moyen-Orient. On y est dedans puisqu'on parlait du grand chaos avec Condoleezza Rice et le grand chaos est en train de prendre forme aujourd'hui, tout comme, rappelons-nous, le discours de Hitler, on va le dire ainsi, parlait-lui de réformer l'Europe. Des similitudes historiques qui sont très révélatrices, Karine. Tout à fait. Il y a, il me semble, effectivement certains mythes qu'il faut briser. Et ce sont les mythes sur lesquels repose l'organisation du monde après la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'on dit qu'il y a une violation du droit international aujourd'hui par l'agression effectivement qui a été menée par Israël tout d'abord contre Gaza, ensuite là contre l'Iran, il faut comprendre que simplement l'architecture juridique qui a été mise en place suite à la Seconde Guerre mondiale est dépassée. Donc simplement, elle ne fonctionne plus et elle ne peut plus fonctionner puisque objectivement, nous vivons dans un autre cadre idéologique et le droit n'est là que pour, en quelque sorte, fixer à un moment donné certaines règles du jeu à partir du moment où les acteurs sont d'accord pour ce jeu. Or, l'on voit aujourd'hui, effectivement, ça a commencé avec la chute de l'Union soviétique, une remise en cause de ces règles du jeu. Donc, les règles ne fonctionnent plus et c'est en quelque sorte normal. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur les déclarations sur lesquelles il serait bon d'un règlement pacifique, diplomatique et politique de la situation en Iran afin de résoudre la question de l'armement atomique en Iran. Le problème est que je dirais que l'arme nucléaire n'a strictement rien à voir avec ce conflit. Quel était le rapport avec Gaza dans ce cas-là? Pourquoi Israël a-t-il agressé Gaza? Pourquoi Israël commet-elle un génocide à Gaza? Ça n'a rien à voir. Il s'agit réellement, comme vous le dites, d'un redessiner une carte régionale, c'est-à-dire une reprise de contrôle du territoire. C'est une question de pouvoir. Et cette question ne peut pas se résoudre par des pourparlers, c'est absolument évident. C'est un moment, malheureusement, où nous sommes arrivés à la mise en place de ce paradigme schmittien de l'ennemi et de l'ami. Le problème, c'est que l'ennemi a été formalisé du côté des atlantistes et des Israéliens. Donc, cet ennemi, pour eux, c'est un ennemi absolu, c'est-à-dire c'est un ennemi qu'il faut abattre. À partir de là, il n'y a malheureusement aucune négociation possible. Et si l'on se souvient des dernières déclarations de Trump, qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'Iran? Il a dit que l'Iran ne voulait pas négocier. Et donc, c'est pour ça que l'Iran est puni. Parce que dans la négociation, Trump est prêt à accepter la capitulation de l'Iran. C'est-à-dire que ce qui est entendu comme de la négociation politique ou diplomatique du côté des atlantistes, et Trump est un atlantiste, et Trump soutient Israël, il l'a toujours été, parce qu'Israël est un élément de ce jeu atlantiste dans le Moyen-Orient. La seule chose qui les intéresse, c'est la capitulation de ce qu'ils considèrent comme l'ennemi. L'autre, pour eux, c'est l'ennemi, et donc l'ennemi doit disparaître. Et en ce sens-là, aucune négociation réellement diplomatique n'est possible dans cette configuration. Tous les instruments diplomatiques, malheureusement, sont inefficaces parce qu'ils sont utilisés comme étant des instruments de guerre dans le combat qui est mené. On le voit au sujet de l'Iran, on voit exactement la même chose avec le conflit en Ukraine. Oui, très bien, Karine Béché-Golovko. Je me tourne vers vous, Jacques-Marie Bourget. Alors, il me semble que tous les prétextes qui sont souvent évoqués et par les États-Unis, et par l'entité sioniste, et par ses alliés ont été épuisés. Alors, le droit à se défendre, je pense qu'il a tellement été usité qu'aujourd'hui, il n'a vraiment plus aucune teneur. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, selon vous, l'Occident, qui a donc longtemps choisi la stratégie
stratégie de la diabolisation de l'Iran qu'il a toujours inclus dans ce qu'on a appelé à l'époque, rappelez-vous, lorsqu'il y avait les printemps arabes et surtout en Syrie, l'axe du mal. Ce pays représente aujourd'hui le seul, voire peut-être même l'unique rempart en ce moment aux visées hégémoniques de l'Occident en Asie du Sud-Est et vers l'océan Indien. Sur le plan idéologique, est-ce que vous pensez, Jacques-Marie Bourget, que l'Occident va, si vous voulez, réagir lorsque ce récit ne sera plus valable? Il y a un détail que je viens d'apprendre, là, c'est que Trump nous fait un petit peu la même histoire que Colin Powell avec la fiole qu'on évoquait à l'instant d'Anthrax. Là, il vient de déclarer qu'il ne faut plus que 15 jours à l'Iran pour fabriquer la bombe atomique, ce qui dément complètement l'avis de tous les experts, l'avis de la CIA, etc. Aucune personne censée, compétente et informée peut délivrer ce type d'informations. Donc Trump nous garde sa petite fiole. Il vient de dire, dans 15 jours, les Iraniens ont la bombe atomique, ce qui est bien sûr un mensonge, et il fait son Colin Powell. Et là, il m'est revenu en mémoire, puisque je suis très très vieux, et j'étais en septembre 1983 à Beyrouth, et la guerre entre les États-Unis et l'Iran avait commencé, puisque c'était l'Iran qui avait fait sauter dans le port de Beyrouth 141 Marines qui étaient morts dans l'effondrement de l'aéroport piégé. Et le lendemain, les États-Unis, à l'époque, avaient bien compris le message. Les survivants avaient fait leur bagage et étaient rentrés aux États-Unis. Donc le conflit Iran et États-Unis, c'est quand même un très, 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 très vieux dossier. Et enfin, on a évoqué aussi la Chine, qui proteste contre l'agression de l'Iran. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des avions gros porteurs qui sont partis de Chine et qui normalement devaient aller au Luxembourg. Et bizarrement, ils ne sont pas arrivés au Luxembourg. Ils se sont arrêtés en Iran. Oui. Donc je ne sais pas ce qu'ils transportaient, mais c'était, à mon avis, c'était pas des légumes ou des fruits et légumes. Voilà. Oui. Très bien. Quant à l'idéologie générale, là, tout a été très bien dit. C'est des guerres de conquête, c'est des guerres de pouvoir. C'est même plus la guerre pour le contrôle du pétrole ou du gaz. C'est la guerre pour l'espace vital. C'est des guerres, alors, sous couvert de civilisation, parce que l'Occident est bien sûr le seul tenant de la civilisation. Il est bon d'instruire tous les mécréants et tous ces pauvres gens qui vivent dans l'obscurantisme. Mais c'est la seule raison. C'est le vieil impérialisme, c'est-à-dire c'est comme le retour des colonies. A dit ça très, très, très bien dans l'intervention tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, Jacques-Marie Bourget, on l'avait dit tout à l'heure au début de l'émission que l'Iran avait accusé donc le patron de l'AIEA de ne pas être neutre, donc dans la partialité, et que le programme nucléaire iranien, et qu'elle accuse donc le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, pour le citer, d'avoir instrumentalisé ce dossier dans les derniers rapports et de ce fait avoir abandonné toute neutralité ayant permis à l'antitissionniste de trouver des prétextes à son agression. Qu'est-ce qu'il faut penser de cela lorsqu'on sait que, par exemple, c'est le numéro 1 quand même de l'AIEA qui est pointé du doigt par l'Iran? Finalement, faut-il encore continuer à faire confiance? C'est difficile parce que si vous prenez, là encore c'est une vieille histoire, Scott Ritter, qui était un inspecteur des soi-disant armes de destruction massive qu'était censé détenir Saddam Hussein, Scott Ritter tapait du pied en disant mais il n'y a pas d'armes de destruction massive, qu'est-ce que vous racontez des histoires, c'est pas vrai, c'est faux, et Ritter évidemment a été écarté. Là, à l'inverse, on demande à un personnage qui est normalement indépendant, le patron de l'AIEA, de participer à une manipulation. Que voulez-vous? C'est les réseaux d'influence, c'est l'âme humaine, c'est la corruption, j'en sais rien. Mais bon, tout est possible. Je veux dire, la réalité, c'est que ce monsieur a fait une faute professionnelle et déontologique grave en livrant à un parti qui veut la destruction de l'Iran des éléments pour forger son discours. Donc c'est absolument honteux.
Très bien, Jacques-Marie Bourget. Et d'ailleurs, à ce propos, bien précisément, et à ce sujet, je vous propose de voir ensemble le sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban et on revient au débat. L'AIA a-t-elle instrumentalisé un rapport sur le nucléaire iranien en vue de favoriser une agression? C'est la question que tout le monde se posait aujourd'hui en Iran. Téhéran a ouvertement accusé l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir joué un rôle destructeur dans cette escalade. Le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a dénoncé l'attitude de l'agence onusienne. Le fait que le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, ait déjà commis des erreurs est désormais un fait historique. Il a joué un rôle destructeur. Nous espérons qu'en documentant correctement cette situation, nous pourrons garantir que l'histoire retienne que sa clémence historique a permis ces abus. Selon l'Iran, les récentes prises de position de l'AIA sur son programme nucléaire n'ont fait qu'aggraver les tensions au lieu de favoriser l'apaisement. Téhéran a réagi aux déclarations du directeur de l'agence qui a lui-même reconnu ne disposer d'aucune preuve indiquant un effort structuré de l'Iran en vue de se doter de l'arme nucléaire. Le programme nucléaire iranien fait actuellement office de prétexte afin de justifier, voire tenter de légitimer les actes militaires contre l'Iran. Le chef de l'AIA, Raphaël Grossi, n'a cessé de répéter ces derniers jours que les frappes sionistes visant les installations nucléaires iraniennes n'ont pas provoqué de dégâts graves allant jusqu'au risque de radioactivité. Mais la crédibilité de Grossi est entamée côté iranien où l'on a alerté à plusieurs reprises contre le danger que représenteraient d'éventuels dégâts graves au niveau des sites frappés par l'entité sioniste depuis 7 jours. Les observateurs iraniens estiment que le rapport publié par l'agence a été instrumentalisé politiquement pour justifier des pressions et des attaques, notamment celles perpétrées ces derniers jours par l'entité sioniste. Karine Béchet-Golovko, c'est vers vous que je me tourne. Alors, lorsque des chefs qui prennent la tête d'institutions très importantes, entre autres celle de l'AIEA, font état de ce genre de dépassement et d'écart, que faut-il en penser finalement? À quel sein se vouer? Bien sûr, on reste encore dans des accusations et des présomptions. Karine Béchet est avec nous? Très bien. Alors, Safwan, comme je le disais, finalement, ça représente vraiment un écart assez, je dirais presque impardonnable aujourd'hui, que lorsque des chefs d'institutions aussi importantes, qui devraient donc faire preuve d'impartialité, de neutralité, se voient aujourd'hui accusés avec des arguments à l'appui, bien entendu. Oui, je pense que des erreurs professionnelles, ça existe, mais des erreurs professionnelles qui mènent à une guerre, ou en tout cas qui servent de prétexte pour mener une guerre d'agression, c'est des erreurs qui devraient être... Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des erreurs professionnelles? Plus que professionnelles, parce que ça mène à la mort de plusieurs centaines de personnes pour l'instant. Donc les responsables de ça devraient être en tout cas, on devrait leur demander des comptes, ça serait la moindre des choses. Et ensuite, l'Iran qui répond et qui dit que c'est trop tard pour maintenant ce genre de déclaration, ils sont devant la fait accompli aussi. C'est une utilisation d'ailleurs d'un appareil qui est censé être international et neutre par un camp au dépit de l'autre. C'est-à-dire le camp sioniste au dépit du camp iranien. C'est une instrumentalisation de dossier quand même. Et là, c'est comme si on avait un petit peu enfreint, si vous voulez, le secret du métier. Parce que le rôle même de ce genre de directeur d'entreprise aussi importante, aussi délicate, serait le secret le plus total. Et l'impartialité, bien entendu. Je pense que l'impartialité des institutions internationales est à remettre en cause depuis les accords, depuis les institutions de Bretton Woods. On voit ce que le FMI et la Banque mondiale font dans le tiers-monde. Elles étaient censées accompagner, quand elles ont été créées, moi j'aime pas ce terme, mais selon le récit historique occidental, elles étaient censées accompagner le développement du tiers-monde. Mais on voit clairement que ça a été, qu'ils ont fait absolument le contraire. Et puis concernant cette institution-là, comme le dit
Safwan Ben Sabri, il va falloir rendre des comptes. Parce que déjà, cette institution, on l'entend très peu quand il est question du nucléaire sioniste, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut bien que... Israël a refusé d'ailleurs justement, que Israël... la centrale soit visitée par les voilà, donc à un moment donné, la partialité de cette institution, comme beaucoup d'institutions internationales, est à remettre en cause. Et là, par contre, c'est très intéressant parce que ça revient à la victoire morale du Sud globalisé. Entre les peuples qui se mobilisent à travers le monde, en particulier en Occident, pour dire non à ce genre de relations internationales, et puis la victoire du peuple palestinien qui subit l'agonie, qui subit le génocide, mais par sa résistance et sa résilience. Il a montré les images qu'on voit de Gaza, elles sont terrifiantes, mais quand on voit le peuple palestinien dire aujourd'hui que pour ma terre, je suis prêt à mourir face à la résistance et qui ne capitule pas et qui refuse de capituler, que ce soit dans la Cisjordanie occupée ou à Gaza aujourd'hui, la victoire morale, elle est en faveur du Sud global, et le Sud global est en train de s'éveiller, et ce en dépit de l'arme narrative qui se base, l'arme narrative occidentale, qui se base sur la diabolisation et la déshumanisation. Et c'est un des principaux combats qu'aujourd'hui on met, parce que même quand on parle des Iraniens, on a l'impression, et le Premier ministre sioniste ne le cache absolument pas, il parle d'animaux, l'ensemble des dirigeants sionistes, ils ont traité les gens d'animaux humains, et ils disent clairement, de toute façon, nous, ce Proche-Orient et ce Moyen-Orient et ce Sud global, soit il nous obéit, soit il est déstabilisé. C'est nous ou rien. Donc, face à ce discours-là, il y a une grande part de puissance déjà régionale qui joue l'équilibre et qui sont là pour maintenir, pour les maintenir avec d'autres politiques internationales. Mais surtout, c'est la mobilisation internationale qui donne aujourd'hui l'espoir d'une victoire d'un Sud globalisé. Oui, une victoire, je reste... Oui, bien sûr, parce que de toute façon, lorsqu'on voit l'opinion publique à travers le monde entier, comment elle réagit par rapport à ses dirigeants, je veux dire, il n'y a pas photo, hein, l'écart est là, et c'est tant mieux d'ailleurs pour cette conscientisation et cet éveil. Safwan Ben Sabri, est-ce que vous croyez que finalement dans cette histoire et ce peut-être scandale qui commence à naître de l'AIEA et ces accusations, bien sûr, de l'Iran qui pointe du doigt le patron Raphaël Grossi de l'AIEA, est-ce que vous croyez la thèse du loup solitaire ? Parce que quand même, oui. C'est-à-dire que Raphaël Grossi aurait agi de lui-même par son propre chef et non pas en tant que patron de l'AIEA. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas... Nous non plus. Ce que je peux dire, c'est que les actions qu'il a commises sont des conséquences gravissimes. Et ça nous met dans une situation particulièrement sensible, dans une région qui est déjà particulièrement sensible, à une époque qui est déjà particulièrement sensible. Donc ce genre d'erreurs peuvent mener à un embrasement régional total. Et si en plus c'est un motif parfait, un mobile parfait pour une certaine entité pour agresser son voisin plus ou moins proche, les conséquences sont tout simplement... Oui, parce que non mesurable. Oui, parce que là, il faut quand même bien préciser que si la question est posée de cette façon, c'est parce que on veut absolument faire la différence sur le fait qu'aujourd'hui, si l'Iran accuse, elle accuse beaucoup plus, ses accusations sont portées beaucoup plus vers la personne de Raphaël Grossi que vis-à-vis de l'agence. C'est pour ça que le détail et la précision étaient nécessaires. Donc finalement, je voudrais revenir avec vous, Tinine El-Makassi, au fait que au départ, lorsqu'il y avait l'attaque, on a un peu, si vous voulez, ciblé, l'entité sioniste a ciblé, si vous voulez, cette opposition iranienne de l'intérieur, parce qu'on pensait qu'il y avait un ras-le-bol et donc que le moment était le bienvenu pour attaquer. Comme ça, la scission serait faite de manière très naturelle et que nous allons contribuer à faire le premier pas. Le reste, on le laissera pour l'opposition de l'intérieur, c'est-à-dire le front intérieur pour faire la cassure. Or, ça a été complètement l'effet inverse, puisque la Rejani a dit que l'agression sioniste a, au contraire, renforcé l'unité de notre peuple. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout l'effet inverse qu'ils ont pu provoquer? Peut-être que même les autorités iraniennes ne l'auraient pas fait. Je pense que exactement, ils ont fait complètement le contraire. Ils ont même réussi à unir le peuple iranien bien plus, parce que le peuple iranien est un peuple
en fait, les Occidentaux, ils ont cette tendance à être dans une moralisation des peuples du tiers-monde. On a l'impression que quand ils parlent des peuples du tiers-monde, les peuples du tiers-monde, stigmatisation, sont assis à attendre les ordres de Washington ou de n'importe quelle autre capitale occidentale pour savoir quel genre de rapport avoir avec son gouvernement. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, et les peuples du Sud l'ont très bien compris, que l'Occident n'est pas exportateur de démocratie. Il est exportateur de géopolitique du chaos. Donc, en Iran aussi cette idée d'importer la géopolitique du chaos en s'appuyant... Quand Netanyahou, déjà lors du début du génocide à Gaza, Netanyahou avait déjà commencé à s'adresser au peuple iranien en disant que nous sommes la lumière et que nous sommes le peuple des Lumières et qu'on se bat contre le... Donc ça inscrit des ténèbres. On se bat contre le peuple des ténèbres, ce qui inscrit dans cette espèce de guerre de civilisation, de guerre du bien contre le mal, dans lequel il espérait, en s'adressant aussi au peuple iranien comme étant, encore une fois, je vais le dire, comme étant le sauveur blanc de l'Occident avec un peuple du tiers-monde. Alors qu'ils ne connaissent pas, enfin, Rubio ne sait pas combien d'habitants ils ne connaissent pas l'Iran, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Iran. L'Iran, le peuple iranien, c'est toujours... Pas le Moyen-Orient. Ils ne connaissent absolument pas le Moyen-Orient. Et on parle d'un peuple qui se bat depuis plus de 200, peut-être même plus de 200 ans contre l'Occident. On parle d'un peuple qui se bat pour l'unité de son pays depuis longtemps. Bon. Si on revient à la période du Shah d'Iran, il y a eu des répressions, il y a eu des étudiants qui ont été assassinés, qui ont été emmenés en prison, mais en Occident, on n'en parle jamais. On a l'impression que la dictature du Shah d'Iran, c'est la démocratie absolue et parfaite. Mais alors qu'aujourd'hui, la stigmatisation que reçoivent les Iraniens et le régime iranien et l'État iranien, c'est dans le cadre de ce récit, encore une fois, de déshumanisation et de guerre impérialiste et de déstabilisation contre l'ensemble des résistances qu'il y a au Moyen-Orient et au Sud globalisé. C'est-à-dire que ce que veut donner à croire l'entité sioniste comme image, je pense, vers l'Occident beaucoup plus, parce que finalement, aujourd'hui, ils ne font croire personne, convaincre personne. C'était exactement ce qu'ils avaient fait, par exemple, en Palestine, lorsqu'ils ont essayé, par exemple, d'affamer cette population, qui continue de le faire, pour la retourner contre le Hamas. Aujourd'hui, on est en train d'envoyer des messages, c'est ce que faisait Netanyahou, par exemple, à l'entité, à l'Iran, pour leur dire, c'est-à-dire qu'il a un petit peu, si vous voulez, donné cette image de ce chef d'État, voilà, l'homme du salut, qu'il est là pour les libérer. C'est un occidental blanc, Netanyahou, au final. Donc c'est une vieille tradition blanche et occidentale de venir civiliser à travers la mission civilisatrice. Les missions civilisatrices que nous, Algériens, on a très bien connues. Mais c'est un logiciel qui persiste encore. C'est un logiciel qui date du siècle dernier, de la moitié du siècle dernier, voire dont les racines sont imprégnées encore avant. Et aujourd'hui, c'est un logiciel, c'est un narratif qui ne passe pas auprès des populations du Sud, qui se rendent compte que peut-être qu'elles sont beaucoup plus morales que ceux qui prétendent être les défendeurs des droits de l'homme. Très bien, Safwan Ben Sabri. Alors, on apprend à l'instant qu'un parlementaire iranien a pris les options qui s'offrent à l'Iran et il a déclaré que peut-être parmi ces options figure la fermeture du droit d'Ormuz. Alors voilà, ce qui était des suppositions va peut-être se transformer en vérité. Oui, une petite réaction à Tina, très rapidement. Très rapidement, je pense que si l'Iran a tout à fait le droit de brandir cette menace comme le font l'ensemble des puissances quand elles ont un rapport de force à mettre en place. Par contre, ça serait très intéressant d'observer comment cette décision va sur la géopolitique de la région, sur la mer Rouge, sur l'Afrique, sur les conflits qu'il y a. Il fallait que je place, il fallait que je pense à l'Afrique aussi. Voilà. Les craintes se précisent, Safwan. J'ai envie de dire c'est une arme géopolitique et économique qui est à sa disposition, tout comme les États-Unis se permettent des fois d'utiliser des armes ou des passages, notamment celui du Panama, qui n'est pas sous disposition américaine, qui n'est pas sous domination. Ou même sur le canal de Suez, parce que Trump, il a des visées sur le canal de Suez. Si on parle du canal de Suez, le dernier épisode, c'est-à-dire la dernière guerre qui a eu lieu là-bas en 1956, c'était parce que l'Égypte a voulu reprendre sa souveraineté sur ce canal et que les États-Unis, enfin que la France, le Royaume-Uni et Israël n'ont pas voulu de ça. En tout cas, l'Iran est tout à fait dans sa légitimité d'avoir recours à ce genre d'armes. Et ça fait partie de la guerre, ça fait partie de la guerre économique. C'est de bonne guerre. Merci beaucoup, Safwan Ben Sabri. Merci, Tinhinan Makassi. Merci à Karine Béché-Golovko, qui était avec nous également depuis Moscou. Merci à Yefri Ben Zalga et Jacques-Marie Bourget. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour d'autres émissions sur notre chaîne Al24 News. Au revoir.